Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Il y a quelques semaines, le président des États-Unis déclarait vouloir annexer le Groenland par la force si nécessaire. Vladimir Poutine poursuit méthodiquement sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Xi Jinping consolide son alliance avec Moscou tout en étendant l'influence chinoise au détriment de ses voisins. Nous assistons à la convergence de trois impérialismes qui partagent un même mépris, celui du droit international et du projet européen. Cette situation inédite suscite un débat légitime sur la réponse européenne. Certaines voix nous invitent à répondre sur le même terrain, celui du militarisme. Oui, pourquoi pas, après tout, devenir nous-mêmes une grande puissance militaire classique, un empire capable de rivaliser avec Washington, Moscou ou Pékin. Cette tentation s'entend, mais elle est, je crois, profondément erronée. Nous avons déjà emprunté ce chemin. Dans notre histoire européenne, nos nations ont déjà cru pouvoir rivaliser sur le terrain de la puissance brute, de la course aux armements, du nationalisme exacerbé. Nous connaissons le résultat. C'est précisément pour ne plus jamais revivre cette catastrophe que nos prédécesseurs ont inventé la construction européenne. L'Union européenne ne sera jamais la Chine, elle ne sera jamais la Russie, elle ne sera jamais les États-Unis. Nous devrions nous en réjouir plutôt que de le déplorer. Notre force ne réside pas dans l'imitation de ces modèles impériaux, mais dans notre capacité à incarner une alternative crédible, un modèle de société qui réconcilie prospérité, justice sociale, transition écologique, tout en reposant sur des institutions démocratiques solides et le respect du droit. Prenons quelques exemples concrets. Sur l'énergie d'abord. Le choc de février 2022 nous a brutalement rappelé le prix de notre dépendance au gaz russe. Quel choix alors pour l'Europe ? Remplacer le gaz de Poutine par le GNL de Trump, perpétuant notre vassalisation énergétique, ou saisir cette crise comme l'opportunité d'accélérer notre transition pour l'autonomie énergétique. 3 ans plus tard, force est de constater que nous avons tergiversé, parfois même reculé sur le Green Deal sous prétexte de compétitivité. Or, chaque avancée sur le plan de la réglementation, chaque éolienne que nous installons, chaque panneau solaire que nous déployons, chaque rénovation thermique que nous réalisons n'est pas seulement un acte écologique, c'est un acte de souveraineté stratégique. Le régime de Poutine tire 30% de son budget de la vente de combustibles fossiles. Le climato-scepticisme de Trump n'est pas une lubie, c'est la défense des intérêts de l'industrie pétrolière américaine. Face à ces impérialismes du carbone, notre transition énergétique devient un impératif de souveraineté. Même logique sur le numérique, sur l'agriculture, sur les matériaux critiques. Mais soyons lucides, chers collègues, aucune de ces politiques ne tiendra sans justice sociale. Quand des millions de nos concitoyennes et concitoyens peinent à se chauffer l'hiver, à se loger décemment, à accéder aux soins, ils perdent confiance dans nos institutions. Cette défiance les rend vulnérables aux discours autoritaires, aux fake news, aux ingérences étrangères, au relais des impérialismes sur notre propre territoire européen. La montée de l'extrême droite dans de nombreux pays européens, parfois financée par Moscou ou les États-Unis, prospère d'abord sur le terreau de nos propres injustices sociales. Inversement, vouloir défendre un État social sans penser la question de la défense collective est une illusion. Le droit des travailleurs, les services publics, la redistribution économique ne peuvent exister durablement dans un régime autoritaire, néofasciste ou sous occupation. Défendre notre modèle social exige donc avant tout de défendre l'espace dans lequel il peut s'épanouir. Augmenter nos budgets de défense et de sécurité collective, parlons-en, nous le devons, mais faisons-le avec une fiscalité plus juste. Chers collègues, l'histoire nous enseigne une leçon. Les empires et les régimes autoritaires finissent toujours par s'effondrer sous le poids de leurs contradictions internes. Les États-Unis sont déjà profondément divisés. La Russie de Poutine dilapide ses ressources dans une guerre qui épuise son économie. La Chine fait face à des fragilités démographiques et économiques majeures. Face à eux, notre patience stratégique, notre résilience démocratique, notre capacité à corriger nos erreurs par le débat plutôt que par la répression peuvent constituer nos meilleures armes sur le temps long. L'Union européenne ne vaincra pas les impérialismes en devenant elle-même impériale. Elle les dépassera en demeurant fidèle à son identité profonde, un espace de droit, de régulation démocratique, de justice sociale et de dignité humaine. Un modèle imparfait, certes, que nous devons sans cesse améliorer et renforcer, mais un modèle qui reste, malgré tout, une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus dur. Merci.